retrouver le sens pour se retrouver. J'ai été pris dans la rue direct. Voilà. On m'a chopé par le col, on m'a dit bien parlé. On rentre dans des grandes phases de transformation dans sa vie, qu'on fait une rupture en fait entre un soi d'avant et un soi d'après. Ça veut dire quoi pour toi, trouver du sens? Déjà se lever le matin en sachant quoi faire, comment faire et pourquoi je le fais. À 30 ans, tu sais ce que tu veux. À 40 ans, tu sais dire merde aux autres. Ah bah ça, j'ai hâte aussi, tiens. Ouais. Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de un 29 février, le podcast pour les chemins qui ne suivent pas toujours le calendrier prévu. Je suis Hugo et je suis trop content de te retrouver pour ce nouvel épisode, pour ce nouveau sujet avec un nouvel invité et pour un nouveau format entre deux. Un sujet qui, j'en suis sûr, va te parler tout comme il me parle à moi. Retrouver le sens pour se retrouver. Ce sujet, il est né tout simplement d'une réflexion, t'as l'habitude, un petit peu comme d'hab, une réflexion que je me suis fait il y a quelques temps de ça. Je me suis dit qu'en fait, on n'avait jamais eu autant de moyens de communiquer, autant de divertissement, autant de contenu à consommer, autant de choses pour se divertir autour de nous. Et pour autant, beaucoup de gens se sentent peut-être un petit peu seuls. Par moments, je suis sûr que toi, c'est le cas, et ça l'est en tout cas pour moi. J'ai beau avoir plein de gens autour de moi, être bien entouré, j'ai beau faire un métier qui me permet de rencontrer beaucoup de gens, et ben malheureusement, je me sens parfois un petit peu seul. Et je me suis dit que c'était peut-être ça, le sens que moi j'essayais de retrouver cette année, en tout cas dans l'année qui est la mienne, de retrouver le sens à travers les rencontres que je peux faire justement. Et j'ai eu envie de prendre ce sujet avec une personne dont la création de contenu, dont la prise de parole est le quotidien, tout simplement, je peux le dire comme ça, je crois. Et ensemble, on va essayer de réfléchir à la question justement du sens, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on range derrière cette question-là, derrière cette notion-là. On va essayer de comprendre tout ça. Et donc pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas L. Bonjour et merci pour l'invitation. Welcome Hugo. Thomas, bienvenue dans un 29 février, bienvenue sur ce fauteuil. Est-ce que tout va bien pour toi ? Tout va très bien. Ouais. J'ai un bon café noir en main. À partir de là, je suis à 98% des capacités. Là. Ok, c'est bien, ça c'est déjà check. Le reste, ça sera très certainement à travers l'échange qu'on va avoir aujourd'hui. Très certainement. Thomas, je vais te demander pour commencer de te présenter de la manière dont tu souhaites. Très bien, je m'appelle Thomas, j'ai 35 ans cette année. Ok. Je suis un bon Mosellan qui a des bonnes grosses racines bien infiltrées dans le sol. Je crois que c'est comme ça qu'on puisse dire. Ouais, c'est comme ça qu'on me connaît principalement par les réseaux, sachant que j'ai, on va dire, il y a 3 cartes, on va dire ça comme ça. Il y a Thomas L qui parle de métal et avec beaucoup d'humour. Oui. Il y a Moselle.rare où là je parle de tout ce qui est culture locale, les restaurants, l'humour, bref tout ce qui tourne autour de la Moselle, pour les Mosellans au final. Oui. Et après il y a la carte un peu entrepreneur. Voilà, c'est gérer tout ça au quotidien et faire en sorte de pas se fatiguer, de pas finir sur les rotules à la fin de la semaine. Ouais. Et on va dire la 4e, c'est moi en perso, voilà tout simplement. Donc faut pas l'oublier, celui-là il est quand même très important. J'allais dire, je crois que ça fait partie quand même du lot et je crois que c'est même peut-être la chose la plus importante. Ouais, c'est on va dire celui qu'il ne faut pas oublier quand on est en train d'enchaîner sa 9e heure de boulot de la journée, la 15e vidéo à faire. Donc c'est bien de se rappeler qui on est, de se dire maintenant je déconnecte. Ok. Donc voilà dans les grandes lignes, après aux grands amateurs de sport et de nourriture. Mais bon, ça aussi, je pense que ça c'est vu. Donc voilà, on va dire dans les grandes lignes. Ok, merci pour cette présentation très clean, très claire. J'introduis de plus en plus des podcasteurs, podcasteuses au sein de ce podcast et je crois qu'on peut souligner ici que tu as aussi des projets podcasts en cours. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai. J'ai 2 podcasts actuellement. Le premier, c'est le podcast 1991, qui est très centré autour du métal. Et on va dire la vie de trentenaire, globalement, il est en cours d'évolution. Donc, j'ai pas mal d'invités à La vie prévoir. de trentenaire, tu as dit, c'est ça ? Ouais, c'est quand même important parce que faut quand même dire, on a beaucoup de rêves qui se ressemblent. Il y en a beaucoup. Il y en a certains qui reconnaissent
connaîtront le mot Elder Emo, c'est tous ceux qui ont écouté du métal au lycée ou du rock, qui aujourd'hui on est des grands nostalgiques. Ouais. Et la pub l'a bien compris. Il y a cette partie-là, il y a la partie Le Labo, qui lui pour le coup est un podcast beaucoup plus sérieux, qui parle d'entrepreneuriat via les réseaux, donc tout ce qui est créateur économie, tout ce qui est entreprendre, tout ce qui est comprendre aussi les réseaux, parce que c'est une grande partie de mon activité professionnelle maintenant. Et il y a tellement... En fait, j'aimerais créer le podcast sur lequel j'aurais aimé tomber il y a des années quand je m'y intéressais. Je voulais savoir qu'est-ce qui se passait derrière dans les backstage. Oui. Et je suis plutôt content parce que c'est en bonne voie. Ok, trop bien. C'est déjà une bonne nouvelle, une exclue un peu quand même pour ce podcast-là. Donc c'est vraiment cool. Quand je t'ai soumis ce sujet, parce qu'il faut savoir effectivement que tous mes invités ont droit à un petit échange quand même en amont. Je fais rarement un one shot. J'ai été pris dans la rue direct. Voilà. On m'a chopé par le col, on m'a dit bien parler. On a quand même échangé un petit peu sur le sujet en amont. D'ailleurs, on l'a choisi un petit peu ensemble. Et si je suis tout à fait honnête, c'est même toi qui m'as soumis l'idée de ce sujet. En tout cas, la quête de sens un petit peu, notamment au-delà des 30 ans. C'est ce que tu m'avais souligné. Ouais. C'est vrai que c'est un gros sujet sur lequel on se reconnaît beaucoup. Ouais. Et donc, le sujet te parlait particulièrement. Oui, parce que je pense que c'est aussi... Alors, moi, je fais partie des gens où vraiment la vingtaine, c'était beaucoup d'expérimentation, beaucoup de tests sans trop se poser de questions, sans trop se remettre en question aussi. Et les 30 ans, je trouve que c'est vraiment l'âge où en fait on comprend, j'arrive même pas on comprend, c'est on percute plein de choses. C'est vrai. Et c'est là où vraiment on commence à se dire, peut-être qu'à l'époque j'ai bien fait de faire ça. D'autres fois, c'était vraiment pas une bonne phase au final dans ma vie. Et on évolue, on essaie d'être plus sage, et surtout de vivre plus, quoi. Parce que plus de budget, parce que généralement on a une nouvelle phase dans notre vie et on se dit je l'ai renié pendant 10 ans, j'ai plus envie de le renier en fait. J'ai envie de l'assumer. Ok, hyper intéressant. Je vais rentrer dans le vif du sujet avec une première question. Je vais la poser là. Ça veut dire quoi pour toi trouver du sens ? C'est une question compliquée, c'est un peu quel est le sens de la vie, mais je dirais déjà se lever le matin en sachant quoi faire, comment faire et pourquoi je le fais. Ok. C'est déjà une très bonne façon d'avoir du sens dans sa vie. Et certaines personnes diront c'est simple, moi je vais au travail pour travailler, etc. Alors si votre travail vous passionne et que c'est vraiment un métier, vraiment vous l'avez choisi, c'est une vocation, c'est super. Oui. Si votre métier vous barbe un peu, que vous n'êtes pas à votre place, etc. Pour vous c'est juste un métier alimentaire, etc. C'est vrai que ça peut être vraiment un vrai besoin, un devoir de trouver qu'est-ce qui vous fait vibrer en dehors de ça. Parce que c'est peut-être pas le travail, ça va peut-être pas être la fenêtre qui va vous permettre d'arriver à ce que vous souhaitez dans votre vie. Et donc il faut que ce qui est à côté ce soit vraiment le top pour vous, parce que on vit qu'une fois. Donc, carrément. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis là. Je dirais que pour moi le fait de trouver du sens, c'est d'abord de trouver sa place un peu dans le monde, de trouver un petit peu sa raison d'être, son pourquoi, d'explorer un petit peu cette piste, et peut-être d'avoir une certaine résonance aussi dans ce qu'on fait dans le quotidien, que ce soit quelque chose qui nous ressemble un tout petit peu quand même, un minimum. Tu parlais de boulot alimentaire, je pense que beaucoup de gens comme toi, comme moi, on a exploré cette piste-là quand même. Et c'est vrai que souvent, ça, moi, m'a fait écho plutôt négativement, ces choses-là. À chaque fois, je me sentais très éloigné de qui je suis et du coup, ça me remettait beaucoup de choses en question, pour le coup. Est-ce que ça te motivait à sortir justement de la cage ? C'est là tout l'objet de notre épisode, parce que en fait, je spoil tout. Voilà, c'est ça. Alors il y a vraiment pas d'ordre, on le prend vraiment comme ça nous vient. C'est exactement ça, c'est que avec un tout petit peu de recul, sans donner ma conclusion finale, mais j'ai l'impression en tout cas que le fait de ne pas avoir été à l'aise à ce moment-là, de ne pas me reconnaître dans ce que je pouvais faire, ça m'a obligé dans une certaine mesure à me remettre en question, à remettre en question un peu, mais ça c'est le côté moins positif de ma façon de fonctionner, de remettre en question
toute ma vie, tous les pans de ma vie. Fort heureusement, j'ai des socles solides et professionnellement parlant, c'est surtout là-dessus que je vais axer ma réponse. En tout cas, ouais, ça m'a remis en question et ça m'a remis un petit coup de pied au cul quand même pour me remettre sur le chemin qui était le mien, en fait, tout simplement. Bah, il y a une phrase, j'avais vu sur Internet, il n'y avait pas de grand auteur qui l'a sorti, mais je crois que c'est sur un forum, un Reddit, un truc comme ça, mais je trouvais la phrase très le confort immobilise, l'inconfort te fait bouger. Ouais. Et c'est très drôle parce que c'est vraiment tous les épisodes que j'ai tournés pour ce podcast, on finit toujours par arriver à cette conclusion-là du mouvement, finalement, de ce truc de ouais, si tu restes immobile, bien évidemment que tu te mets mine de rien en insécurité. C'est clair. Et que le mouvement appelle le mouvement. Si tu n'as pas vu le précédent épisode qui traitait justement de ça, très bien. Je t'invite à t'y rendre tout de suite. Et ça m'amène sur notre prochaine question, justement. Est-ce que toi, tu as déjà eu l'impression dans ta vie d'être complètement paumé, perdu, sans savoir ce que tu devais faire? Je réfléchis, mais très sincèrement, non. Parce que j'ai toujours été quelqu'un qui était... j'ai pu avoir des moments où j'étais un petit peu... trop dans le confort. J'ai pu avoir des moments où j'étais dans des situations d'inconfort, mais je voyais déjà où est-ce que je voulais aller. Mais j'ai toujours eu une personnalité assez d'aller de l'avant. Alors il y en a qui trouvent ça fabuleux, il y en a qui disent parfois ça ne permet pas de digérer ce qu'on vient de vivre et on fait une fuite vers l'avant, ce qu'on dit. Je suis pas vraiment d'accord avec ça. C'est parfois ça permet de s'extraire de mauvaises situations et ensuite de pouvoir plus tard y réfléchir, mais juste de se dire je vais avancer, j'ai un objectif, j'ai quelque chose, j'ai une j'aime pas l'image j'ai la carotte au bout du fil, mais en gros c'est de se dire là je suis dans un trou mais en haut il y a la lumière, il faut que j'y arrive, tôt ou tard il faut que j'y arrive, même c'est peut-être pas la bonne lumière, c'est pas la bonne sortie, mais il faut que j'arrive à une sortie et ensuite on verra ce qui va se passer, etc. Et c'est vrai que j'ai toujours eu ce côté ma personnalité, je vais de l'avant quoi. Ça marche pas, on change, ça va je suis pas à ma bonne place, on peut changer de place. Et ça vient, alors je sais pas si c'est forcément de lui, mais à mes 20 ans, il y avait beaucoup de... donc moi j'ai toujours été un gros consommateur de YouTube, et il y avait, ça c'est l'anecdote premium, il y avait... c'était la grande époque où les gens faisaient des compilations de musique motivante, soit pour la salle de sport, soit pour et ils mettaient des discours dedans. Des discours qui motivaient, entrecoupés de musique. Et il y en avait une, je me rappelle, le gros cliché, c'était un lion qui était en fond, comme ça, il disait workout motivation. Je suis même pas sûr que c'était vraiment pour l'entraînement, mais c'était juste de la motivation avec de la musique derrière, et c'était hyper cool. Et dedans, il y avait un mec je crois que c'était vraiment les 5 dernières minutes, il y avait Jim Rohn dedans qui s'est exprimé, qui est un grand qui a beaucoup participé au développement personnel américain à une époque où pas de smartphone, pas de trucs, pas d'internet et tout, donc c'était encore autre chose. Et il disait cette phrase, il disait si vous voulez changer, changez, vous n'êtes pas un arbre. Vous pouvez bouger, vous pouvez changer plein de choses, vous pouvez changer qui vous êtes, changer l'endroit où vous habitez, etc. Vous pouvez, il y a toujours, enfin en tout cas quand vous en avez l'opportunité, je sais qu'on n'a pas tous malheureusement la même vie, mais si vous pouvez bouger, changer les choses. Et ça m'avait... et ensuite, j'ai bouffé mais ces séminaires de 3-4 heures qui étaient sur VHS que quelqu'un avait remis sur YouTube. Et j'ai vraiment absorbé ces séminaires-là. Et c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment les dialogues de... J'adhère pas, moi, au développement personnel qu'il y a aujourd'hui. Ça fait pas écho. Mais le sien, je trouve qu'il y a vraiment une vision des finances personnelles, du développement de soi, de s'offrir des services, d'accès toujours à plus. Vraiment, je vous invite, si vous êtes anglophone, à écouter parce que je trouve qu'il y avait plein de bon sens. Et vraiment, c'était génial. Et je me suis vraiment imbibé vraiment de cette manière de faire. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit, maintenant, je vais tout le temps de l'avant, quoi. Ouais, j'ai une amie qui parle de quelque chose qui est assez semblable à ce que tu es en train de raconter. Elle me parle souvent d'un éléphant de cirque accroché à un tout petit piquet et qui reste attaché à ce piquet-là et qui ne cherche pas finalement à s'en défaire, alors que c'est
c'est un éléphant face à un petit piquet. Et c'est un peu ça l'idée, c'est que finalement, on est son propre mentor aussi, et que quelque part, ça doit être aussi un choix personnel de se dire, en fait, là, la situation ne me convient peut-être plus, c'est ça. Il faut que j'en change. Alors nous, on parle professionnellement peut-être, mais on peut élargir ça à plein d'autres cercles de la vie aussi, hein. Ça peut être, t'es dans une relation amoureuse qui ne te convient plus, est-ce que tu restes, est-ce que tu pars? C'est beaucoup plus difficile à dire qu'à faire. Même moi, il y a quelques temps, j'étais confronté à une situation vraiment qui m'a mis mal vis-à-vis d'une relation amoureuse où je devais je m'étais rendu compte que je devais arrêter la relation. Et quand c'est quelqu'un qu'on apprécie, etc., il faut savoir dire, malheureusement, si je fais A plus B, je vais pas continuer à faire l'acteur, en fait. Et il faut avancer. Et que ce soit en amitié ou en relation, ce truc de... c'est encore, je pense, pour vraiment lier ça au sens qu'on peut donner à sa vie, mais parfois c'est vrai que le terrain où on commence, en fait, il y a plein de choses qui vont pas, il faut faire un peu le nettoyage. Et faut pas ghoster, mais il faut savoir parfois foncer. Des fois, se dire, cette fois-ci, et ça c'est horrible, ce que je veux dire, c'est horrible parce que même moi j'ai beaucoup de mal, c'est accepter d'être le méchant de l'histoire de l'autre. Voilà. Bien sûr. Ou d'accepter d'être celui qui va dire, non, on arrête. Voilà, c'est même en amitié, c'est extrêmement dur. Même en amitié, ouais, tout à fait. Plutôt que de laisser les choses se délier, laisser des choses, parfois c'est... Il y a beaucoup de gens qui acceptent très bien, hein, qui vont être... ok, je comprends, et puis basta. Plupart des gens, si les gens prennent mal le fait que vous fassiez bien les choses pour que ça s'arrête, malheureusement, c'est peut-être... Tout à fait. Voilà. Et justement, est-ce que, pour ramener un petit peu de lumière dans cette conversation, est-ce que aujourd'hui, tu dirais que tu as trouvé le sens de ta vie? On va dire que si je dois refaire le lien avec ce que je disais avant, tous les matins, je sais ce que je dois faire, pourquoi je le fais. Et pareil, il y a toujours ce but moi c'est vraiment, je suis vraiment un campagnard de base, quoi. Vraiment, ça me fait beaucoup rire parce que sur Moselle.rare, j'ai eu un commentaire sur Facebook, bien sûr, il n'y a pas longtemps. J'ai fait une collaboration commerciale et il y avait une personne qui m'avait dit voilà, ça commence et puis bientôt on le retrouvera à Dubaï. J'ai dit, alors il y a autant de chances de me voir à Dubaï que de voir la Moselle se faire annexer par l'Espagne. Voilà, en fait, pour donner un peu des références. Donc très peu pour moi. Non, vraiment, je disais, moi je suis vraiment un campagnard, c'est-à-dire que moi j'ai un objectif de vie, c'est ça va paraître très original, avoir un couple qui marche, avec d'aimer ma femme et qu'elle m'aime, d'avoir des enfants. Plusieurs qui soient bien, qui évoluent bien avec des bonnes valeurs, et moi je tiens vraiment à avoir le maximum de temps possible à leur accorder quand ils vont grandir, et essayer de faire un foyer qui est le plus heureux possible pour qu'ils aient un bon départ dans la vie. Et c'est là où est le twist, c'est j'aimerais encore beaucoup travailler durant ma trentaine, ma quarantaine, mais pouvoir prendre ma retraite tôt, pour pouvoir vraiment me concentrer sur du kiff, quoi, hein. Vraiment. Je suis tellement d'accord avec ça. C'est moi tu dois connaître, c'est un mouvement aux États-Unis, ils appellent ça le FIRE. C'est alors j'ai pu retire early, c'est en gros c'est beaucoup travailler à un moment donné de sa vie, souvent la trentaine, la vingtaine, pour accumuler un capital, et dès que le capital atteint un certain niveau, on arrête. On vit sur son épargne qui normalement s'auto-régénère si tout se passe bien. Moi je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable parce que je crois fermement qu'on a, alors peut-être, qui sait, il y a une déité qui nous fait revivre plusieurs vies, mais en tout cas pour celle-ci, c'est la seule, et je compte bien en profiter au maximum. Et là j'ai la chance de faire un métier que je kiffe. Vraiment, c'est incroyable d'être créateur de contenu, formateur, transmettre et tout. C'est quand même beaucoup de travail, c'est quand même beaucoup de stress. Et je sais que j'aimerais bien qu'un jour me dire de faire ces activités-là en bonus, quoi. En plus, tu veux dire? C'est-à-dire que je le fais quand j'en ai juste envie. En fait. Voilà. Ça, ce serait un rêve incroyable. Et ça, en fait, c'est ma petite clochette. Je sais pas si je l'atteindrai un jour, peut-être pas. Peut-être dans 5 ans, on me retrouvera dans un cabinet de paye à être agent de paye, et puis basta, j'aurai tout quitté et tout. Peut-être. Mais je vais toujours aller vers ce gain de tranquillité, etc. C'est... Pour moi, le sens de la vie, c'est d'en profiter, quoi. Et du coup, à quel moment tu as réussi à savoir ce qui était bon, ce qui était nécessaire, ce qui était bien pour toi?
Je pense qu'on le sait jamais. Alors. Oui, peut-être qu'aujourd'hui même encore, je pense qu'aujourd'hui, j'ai une bonne idée que c'est ce que je veux, clairement. Ouais. Je vois pas un Thomas qui se dise « Ah non, mais en fait, j'ai envie de travailler jusqu'à 85 ans, en fait. J'ai envie de... » À moins que ce soit vraiment pour motiver des gens. Je vois tous ceux qui sont faire des conférences, des trucs comme ça, je le kiffe. Pouvoir insuffler aux gens l'envie de faire bouger les choses, ça, c'est incroyable. Mais on va dire... là, à l'instant T, changer par rapport à ce que je viens de dire, non. Ok. Mais... par rapport à ce que tu disais, je pense que c'est le sens vers lequel j'ai envie d'aller. Mais par contre, il y a 10 ans, je t'aurais pas dit ça. Il y a 10 ans, je pense que je voyais pas les choses de la même façon. Donc c'est quelque chose, c'est en faisant qu'on comprend ce qu'on a vraiment envie de faire, quoi. Tu veux dire par là que le sens de ta vie, cette quête de sens, finalement, tu la découvres aussi au fur et à mesure que tu avances? Ouais, tu la précises peut-être? Je préciserai même en avançant, parce que les gens pourront dire en avançant, ben, c'est au fil du temps, au fil des âges, etc. Non, c'est au fil des expériences et de faire. Bien sûr. C'est vraiment, faut faire, je pense, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est, si vous avez le budget nécessaire, bien sûr, j'aime bien préciser les choses, parce que tentez des expériences. Tentez des trucs qui vous changent. Vraiment, changez votre quotidien, changez votre routine. Mais je parle vraiment des trucs pas bêtes. Hein. Ouais. Faites un tour en quad dans une forêt avec une agence ou quoi que ce soit. Inscrivez-vous à un cours de cuisine. Mettez-vous à une nouvelle passion, la poterie, etc. Toutes ces petites choses, en fait, ça va vous permettre de vous calibrer et de vous dire... Ouais, il y a peut-être un truc par rapport à ça. Imaginons. Je prends quelqu'un qui a classique le 9-17, métier pas très passionnant, mais la personne a fait des études pour ça, voilà, et tout. Elle va sur Instagram, elle scrolle, et elle voit quelqu'un qui fait de la poterie. Et elle dit, putain, c'est quand même vachement cool, ça a l'air marrant en plus. Puis il y a plein de petits comptes qu'elle découvre et tout. Elle va s'acheter son premier truc pour avoir de la glaise, son plateau tournant. Puis d'un coup, waouh, elle va découvrir qu'elle kiffe vraiment ça, qu'en plus elle a un petit don pour bien faire les choses. Elle va se dire, bah tiens, maintenant les gens trouvent ça tellement joli si je les vendais. Bien sûr. Voilà, elle va peut-être se dire, ok, bon, bah, peut-être je peux augmenter la production et peut-être d'ici quelques années, ça va être quelqu'un hyper connu parce qu'elle vend ses poteries en ligne et tout. C'est surimagé ce que je dis, mais vous imaginez pas à quel point ça arrive à pas mal de monde juste parce qu'ils ont pris le cap. Et peut-être même, autre multiverse, la poterie, ça la fait chier. Elle se dit, par contre, la couture, j'ai jamais testé. Elle se met à la couture, waouh, super, il y a un passion avec la couture. Mais je crois que un peu toutes les expériences de vie, encore une fois, qu'elles soient professionnelles, humaines, dans la relation à l'autre ou dans des passions, comme tu viens de le souligner, je crois que tout mène à ça. C'est-à-dire que tout est forme à construire aussi un petit peu, ton identité, deux, la direction vers laquelle tu vas. Et je te rejoins sur le fait que plus tu testes de choses, plus tu arrives à préciser justement ce qui est bon, nécessaire pour toi. Et encore, je mettrais un gros bémol. Là, je vous parle toujours en mode parce que entrepreneuriat, etc. Oui. Ne faites pas non plus de chacune de vos passions quelque chose qui doit être forcément autour de l'entrepreneuriat, mais juste tester pour vous ouvrir à d'autres choses, d'autres passions en fin de journée, puis peut-être ça va vous emmener sur des chemins que vous n'imaginez pas. Donc pour ça, faut tenter. Je suis assez d'accord avec ça. Et alors pourquoi maintenant, la question c'est un peu dans l'autre sens, pourquoi on est parfois tenté de tout remettre en question pour toi? Parce que c'est bien, de la remise en question quand c'est sain. Hein. Je ne peux pas dire si vous faites ça tous les 3 jours. Et quand vous faites une remarque, bon, faut pas trop être influencé par les autres, ça peut être aussi un défaut. La remise en question, pour moi, c'est une belle qualité quand elle est bien jaugée. Et c'est de faire un check-up en fait dans sa vie, quoi. Et il y a rien de mieux si vous êtes un peu perdu dans votre vie, c'est de vous mettre, d'éteindre votre télé, d'éteindre votre portable, de prendre une feuille blanche et de dire voilà, qu'est-ce que vous avez envie de faire pour le reste de votre année 2026, comment est-ce que vous allez le faire, qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur, qu'est-ce que vous allez prioriser, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez bien, vous ne voulez pas changer, qu'est-ce que vous voulez changer. C'est clair. Et vous allez voir que c'est un exercice qui est incroyable. Le nombre de fois où je l'ai fait en me disant pareil, moi j'ai toujours fait en mode actuellement je travaille là-dessus, qu'est-ce que j'enlève, mais même dans le point de vue personnel, pour l'avoir déjà fait, c'est exceptionnel. Je te rejoins là-dessus. Alors moi je fonctionne pas vraiment en années, je fonctionne en
6 mois, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que mes envies évoluent très très vite et que des fois, un truc que je vais lister, par exemple, 8 mois après, en fait, c'est complètement obsolète et je suis parti sur carrément autre chose. Donc, généralement, moi, je me fixe tous les 6 mois un peu ce truc de ok, on se pose 2 minutes, on reprend tout et est-ce que tout nous convient? Est-ce qu'on a envie de changer quelque chose ou pas? J'ai une petite anecdote là-dessus. Avec mon conjoint, justement, on fait ça assez régulièrement. C'est un exercice qu'on aime bien. On prend des post-it. On a un mur blanc chez nous. On prend des post-it. Chacun note sur un post-it un sujet, un truc, une envie, un voyage, un projet qu'il a envie d'aboutir, etc. Et ensuite, on va les coller sur le mur. Déjà, on voit si ça match ensemble, parce que des fois, c'est genre, ah ouais, en fait, on a aucun truc en commun. Et puis, en fait, la plupart du temps, si on arrive à réorganiser tout ça pour ensuite se dire, bon, bah, la priorité, c'est ce voyage, par exemple. La priorité, c'est pour toi, développer ce podcast, par exemple. Professionnellement, d'aller dans ce sens-là, etc. Et je trouve que c'est assez bénéfique comme exercice parce que ça te permet justement à un moment donné de te réaligner un peu et de te dire ok, est-ce que ça résonne toujours ou pas, quoi. C'est un peu ça l'idée. C'est un peu... moi, j'adorais une de mes... quand j'étais alternant dans une entreprise, j'avais une responsable elle avait une expression que j'adorais, c'est quand son bureau était trop blindé, elle foutait tout à la poubelle. Elle dit, je fais le tri par le vide. Si c'est important, ça reviendra sur mon bureau. Ok, ouais, c'est radical. Et c'est radical, mais c'était génial. Enfin, bien sûr, elle faisait quand même gaffe à ce à quoi elle jetait, mais je trouvais ça incroyable. Et c'est vrai que moi, j'adore la sensation de recommencer la partie. Ouais. Même si y a déjà des choses engagées. Donc, moi, par exemple, je vais pas supprimer mes comptes en disant je recommence tout à zéro, sachant que c'est ce qui me permet de vivre aujourd'hui. Mais parfois, ça m'est déjà arrivé, par exemple, tous mes fichiers, téléchargement, des rushs, vidéos, j'attendais de faire ci, j'attendais de faire ça. Poubelle. On repart à zéro, on refait un plan, qu'est-ce qui me convient bien, etc. En fait, il y a une sensation de légèreté, comme quand tu fais un tri chez toi. Ok, en fait. je comprends. Il y a une sensation de légèreté où tu dis, là, je suis nouveau sur une page blanche et je peux à nouveau redessiner ce que je veux. Ok. Et ça aussi, c'est très très fort. Hein. De toute façon, il y a des exercices comme ça, c'est faire un tri, vendre des trucs, nettoyer, dresser sur une page blanche ou sur des post-it ce qu'on a vraiment envie de faire. Vraiment, des fois, se prendre un dimanche pour... vous mettez, ça je connais parce que j'ai des longs cheveux, vous mettez un masque dans les cheveux, vous préparez, vous faites bien, vous mettez en peignoir sur votre canapé et vous dites, ça c'est tout ce que je veux faire, je vais trier, je vais ranger, etc. En fait, cette impression de repartir à zéro, ça vous donne l'impression que tout est possible. C'est drôle parce que c'est une des premières choses que j'ai faites quand j'ai quitté mon emploi pour me mettre à mon compte. Ah oui, c'est un changement de personnalité en fait. Pendant 3 semaines, j'ai défoncé mon appart de fond en comble. J'ai rangé tous les tiroirs, tous les placards, chaque chose a retrouvé sa place. Et après ça seulement, je vais pu me dire, ok, là on est bien et on va pouvoir vraiment commencer à mettre des choses en place. Et c'est carrément ça, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a un fort effet psychologique à se dire, on repart à zéro. De toute façon, c'est simple, est-ce que toi, t'arrives à bosser chez toi quand c'est en bordel? Alors, disons que j'y arrive, mais que je remarque que je suis pas tout autant efficace et que je sens que mon esprit est quand même pas 100% là et plutôt éparpillé à l'image de finalement ce qui m'entoure. Et c'est vrai que pour reprendre un peu des mots d'une précédente invitée, Léonie, qu'on embrasse, qui disait, bah oui, tu connais en plus, qui disait que ouais, si tu veux commencer à travailler, commence par ranger ton bureau. Et tu verras que ça, plus je mets la petite plante, plus je mets le petit café, plus je mets le petit truc, et ben ensuite, après, tu sais pas expliquer pourquoi, mais tu te lances en fait, et tu finis par terminer tout ce que tu avais prévu de faire parce que tu es pris dans un espèce de flow de dopamine, de juste j'ai fait, quoi. Et ouais, du coup, c'est vrai que j'ai conscience. Ça veut pas dire que je range à chaque fois mon bureau avant de travailler. Oui, bien sûr, y a pas de problème, on est humain. Mais souvent, comme j'ai dit, de ranger à sa façon, bien sûr. Hein. Oui. Ça permet de repartir à zéro, même sur une
de journée, même de se dire là tout mon appart est rangé, je viens de le ranger, j'ai mes petits shoots de dopamine, maintenant je suis dans un train. Et c'est pour ça quand on rentre dans des grandes phases de transformation dans sa vie, qu'on fait une rupture en fait entre un soi d'avant et un soi d'après. Commencer par un gros tri chez soi, c'est souvent une idée qui vient assez rapidement, mais c'est nécessaire en fait pour faire un tri, de se dire ça appartenait à mon ancien moi, je n'en ai plus besoin, et ça c'est au nouveau. Le nouveau, on va entreprendre de nouvelles choses en fait. Ouais. Et est-ce que c'est finalement pas le rangement spécifiquement, mais plutôt la remise en question, cette rupture dont tu parles là à l'instant, entre le soi d'avant et le soi d'après, est-ce que finalement c'est pas la meilleure façon de ce qu'on appelle peut-être grandir ou se développer ? Bon, je pense que ça, à chaque fois, c'est des remises en question qui nous font évoluer. Moi, je vois personnellement quasiment toutes les relations amoureuses dans lesquelles j'ai été, qui se sont terminées, ont amené une nouvelle version de moi, parce que il y a des choses. Ou après, plus général. Après. Non, mais je veux dire une nouvelle version de toi en couple ou de toi dans la vie générale. En général. Okay. Ouais, c'est souvent ça fait une rupture en fait, parce que des fois quand une relation se termine, on se dit je n'ai plus envie. Soit j'ai fait des erreurs et je ne veux plus être cette personne-là parce que j'ai pas envie de refaire ces erreurs. Soit manque de jugement où il s'est passé certaines choses et on se dit effectivement quoi qu'il arrive, il y a eu des erreurs qui ont été faites. Que ce soit de mon côté ou de l'autre, mais ça peut partir de moi aussi, et je dois faire une rupture par rapport à ce moi du passé. Et moi, personnellement, aujourd'hui, je suis vraiment très... je suis plein de gratitude envers les personnes qui ont partagé ma vie, parce que même si on n'est plus forcément en contact, elles m'ont permis d'avancer, d'évoluer et d'aller vers une nouvelle version de moi-même. Je ne serais pas qui je suis aujourd'hui si je n'avais pas rencontré les personnes avec qui j'avais été. Bien sûr. Ça, on va dire c'est un peu logique, mais vraiment, c'est peut-être un avis que là, il y a 10 ans, je pensais pas à ça. J'étais plus en mode, wow. Après, ça se terminer, non, il faut plus, je veux plus en reparler, etc. Aujourd'hui, je suis vraiment très content d'avoir vécu toutes ces expériences, d'avoir rencontré ces personnes, parce que je me dis, elles m'ont permis d'accéder à une nouvelle version de moi-même après, quoi. C'est hyper intéressant ce que tu dis là, et j'aime bien le souligner quand même, parce que alors on se connaît depuis quelques temps, mais on se connaît. On se croise et on se connaît pas personnellement, et j'aime bien me dire que ce format me permet aussi de te découvrir, Thomas, pas Moselle Rare, pas Thomas L, Thomas Maggie non, mais Maggie en tant que personne, tu vois, et je trouve intéressant que tu m'expliques ça, et merci de te livrer comme ça, parce que c'est quand même des sujets en plus un peu perso, donc c'est chouette de te voir aussi sous cet angle-là, en tout cas. Merci de noter. Après, je pense que ça fait partie du podcast, c'est pas non plus c'est un peu de vie privée, mais c'est aussi des éléments. Si on reste trop vague, en fait, les gens voient pas, sûr. Et je pense que les gens qui vont écouter ce podcast aussi, ce qu'ils cherchent, c'est se reconnaître, en fait, dans des parcours, dans des personnages, etc. Et se dire, tiens, si pour lui ça a fonctionné, il a l'air d'avoir vécu après ce que j'ai vécu, du coup, on peut peut-être un peu m'inspirer, me dire, c'est pas faux ce qu'il a dit, donc peut-être je vais écouter. Donc c'est pour ça, faut pas hésiter. Bon, moi, pareil, dans mes podcasts, vous me verrez jamais dire, la semaine dernière, j'ai mis un slip rouge au lieu d'un slip bleu, c'était l'enfer. Non, c'est pas mon truc. La vie privée, c'est la vie privée. Mais parfois, faut pas hésiter si en donnant des fois des trucs un peu plus personnels, que les gens s'attachent, se reconnaissent, et qu'on les fait avancer aussi, quoi. Bien sûr, bien sûr. Je crois que t'es gamer un peu. J'aimerais. Alors, j'ai été un gros gamer, et actuellement, je ne le suis plus, et c'est quelque chose qui me pèse. Ok, qui te manque ça me manque terriblement, en fait, parce que pour moi, c'est une activité qui permet vraiment de me libérer l'esprit. Okay. Et là, le problème, c'est que quand j'arrête mon PC entre 17 et bien souvent c'est 19h, juste une envie, c'est de ne plus toucher un seul clavier. Et c'est pour ça que je vais voir ma télé, et j'ai pas de console de salon, tu vois. Ok. Je suis vraiment très jeu PC. Et je n'ai plus, les derniers temps, c'était beaucoup ça, je n'avais plus la force d'allumer une console, en fait. Et là, je me suis dit, c'est aussi signe que je dois prendre des vacances. Des vacances qui arrivent, là. ouais, premières vacances en 2 ans, là, de déconnexion totale, quasi totale, cool. Ça va être pas mal.
On en reparlera après tes vacances, on fera un débrief sur le bilan que ça a pu te faire de je pense que oui, à mon avis, je pré-shot que je vais avoir 20 000 idées à la minute et me dire, faut que je note tout, mais il faut pas que je travaille. Je te posais cette question, est-ce que tu es gamer? Parce qu'en fait, j'ai un peu la métaphore là pour expliquer la quête de sens, le fait de trouver le sens. C'est-à-dire que pour moi, c'est un peu comme dans un jeu vidéo, tu as une forme de quête générale du jeu, et puis tu passes des niveaux tout au long du jeu. Et pour moi, ça ressemble plutôt à ça, la quête de sens, c'est-à-dire... je passe d'un niveau à l'autre, je vais jusqu'à un boss final que je défonce et je chope des skills en route et puis ensuite je repars un petit peu plus fort sur l'aventure qui suit. C'est totalement ça. Hein. Et du coup, quand j'ai préparé l'épisode, je me suis dit attends, je vais essayer de trouver un truc quand même en rapport avec le jeu vidéo parce que j'avais cru comprendre que c'était quelque chose. Ah ouais, mais c'est pour moi la vie est un RPG. Hein. Ouais. La vie est un RPG. Vous avez des RPG pour les non-initiés comme moi. Role-playing game. Donc c'est on va dire là vous avez un personnage et vous pouvez augmenter ses capacités au fil du temps. Mais clairement, c'est quand on voit dans ces fameux jeux vidéo là, il y a des barres de compétences, il y a l'intelligence, la force, etc., l'endurance. C'est pareil, en fait, dans la vie, vous avez le choix de qu'est-ce que vous voulez améliorer ou pas. Moi, durant ma vingtaine, ça a été, si on doit reprendre les formules, j'ai farmé à fond farmer, ça veut dire vraiment... Ouais, ça devient technique, là. C'est comment est-ce que je pourrais dire, c'est... non, mais vas-y. On va répéter beaucoup de fois la même chose pour avoir plus de résultats, en fait. C'est un peu farmer. Et j'avais vraiment, j'étais en mode développement perso, en mode faut absolument que je m'améliore physiquement, mentalement. Je lisais beaucoup de livres, vraiment j'étais dans la vibe là pendant ma vingtaine et ça m'a beaucoup servi quoi. Mais je me suis vraiment la métaphore. On vit dans un jeu vidéo. Ouais. Franchement, c'est la meilleure métaphore qu'on peut avoir. Ouais. Quoi. Je comprends même des fois je comprends même pas pourquoi certaines personnes ne saisissent pas les opportunités qu'il y a, quoi. Alors ça va paraître très... Ah oui, ouais. J'ai pas envie parce que ça fait un peu pédant parfois de dire pourquoi vous n'avez pas la salle de sport, pourquoi vous lisez pas, pourquoi vous faites pas ci, pourquoi vous faites pas ça. Tout le monde n'a pas forcément le budget, ni le temps, ni l'énergie pour, mais franchement, des fois, juste un petit pas, genre si vous voulez, vous commencez à lire un livre tous les soirs, 5 pages, puis ensuite c'est après-midi, à la pause, juste après avoir mangé, puis ensuite vous lisez plus, et ensuite vous allez lire un livre par semaine, puis ensuite ça va augmenter, puis voilà, c'est des trucs... Bon après, moi je suis vraiment trop drivé performance, en fait, il faut y aller. C'est la question que j'avais en tête, tu vois, c'est est-ce que du coup toi, ton sens, tu le trouves pas un peu là-dedans, justement, tu vois, dans le fait de te sentir quelque part te développer, que ce soit physiquement, tu l'as souligné, tu vas beaucoup à la salle, je crois, ou à travers tes lectures, à travers les podcasts que tu écoutes, ou les choses que tu suis, que tu mets en place, etc. Je pense que le sens, peut-être que tu le retrouves dans la performance. Je dirais que, alors attention, ça va faire très philosophe, le sens, je le chope dans le mouvement vers l'avant. Ça revient à ce qu'on a dit avant, parce que il y a eu des phases dans ma vie où j'ai senti que j'ai stagné à tous les niveaux. Je sens que il y a des mois qui sont passés sans qu'il y ait rien qui change dans ma vie. Mon métier est resté le même, le sport est resté le même, il n'y a rien qu'à bouger. Je me suis pas cultivé, j'ai vécu une vie totalement routinière pendant quelques mois et ça m'a saulé. Ça m'a saoulé. J'ai vraiment senti, il y avait une frustration à la fin de me dire, là en fait il y a 4 mois qui se sont passés, et donc, à part vivre, manger, aller aux toilettes, aller à la salle de sport, il s'est rien passé de spé. Et c'est à partir de là, je me suis dit, c'était beaucoup lié... Moi, j'ai toujours été un très grand gourmand. En fait, c'est-à-dire, j'aime manger, j'aime manger nourriture, beaucoup. Ouais. Et j'ai toujours été, moi, ma quête à la salle de sport, ça a toujours été trouver, on va dire, un bon équilibre pour plutôt que la balance descende, parce que je suis quand même un poids lourd. Hein, je suis proche des 100 kilos pour 1m80, c'est pas au petit pour la course à pied, pour d'autres sports et tout. Donc j'aimerais bien que ça descende et faut toujours que c'est déjà descendu par le passé et puis ça remonte la vie, etc. Et on m'a souvent posé des amis qui me disent parce que j'étais constamment en fait pendant un moment dans un truc il y avait un objectif soit sportif, soit esthétique, soit course à pied, etc. Et il y avait une amie qui me dit mais pourquoi tu fais pas juste un truc zen sans objectif? Je lui dis parce que j'ai déjà fait.
et ça me pourrit de l'intérieur, en fait. Donc, je suis quelqu'un vraiment qui est très drivé par des objectifs, etc. Même chose que tu as dit, les petites quêtes à remplir, etc. Quêtes principales, quêtes secondaires. Et moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je comprends qu'il y en a qui fonctionnent pas du tout comme ça. C'est ça. Et faut déjà trouver son fonctionnement. C'est déjà une énorme avancée dans sa vie, quoi. C'est ça. La quête de sens, elle passe aussi, je crois, par ça. J'avais un mot que je m'étais noté, je sais pas si ça colle bien ou pas, mais un peu une forme de crise existentielle aussi, mais pas au sens péjoratif du terme. C'est-à-dire que souvent on a tendance à dire ouais, il est en pleine crise existentielle. Péjoratif, ouais. Péjoratif. Alors qu'en fait, justement, cette remise en question dont on parlait tout à l'heure, ça ressemble un peu à ça, c'est-à-dire je remets en question mon existence. En fait, j'ai une crise liée à mon existence. Je vais dans l'inconfort. Voilà, et je me mets un peu dans une situation moins confortable, on va dire, pour essayer de me tester, pour essayer de me développer. J'imagine que la première fois que tu es allé à la salle de sport, c'est peut-être ce que tu as ressenti et que au fur et à mesure, tu as développé tes compétences, tout simplement. Ouais, bon, première fois à la salle de sport, ça remonte à très très longtemps maintenant. Je voulais pas te mettre en inconfort. Non, mais c'était, il y avait une envie, en fait, il y a eu un inconfort de se dire, je vais être très sincère, il y a eu un inconfort de se dire, j'ai 19 ans, je suis vraiment pas attirant pour la gente féminine, faut changer quelque chose, quoi. C'est pas en mangeant des choco trésors, en regardant Matthew Mother le soir dans sa chambre étudiante. Tout est vrai. Et que ça va faire avancer ma vie et ça va me rendre attirant auprès des femmes qui pouvaient m'attirer par la suite, quoi. Donc fallait bouger. Heureusement que les femmes existent, visiblement, vu que ça a été un driver au départ. Puis maintenant je fais beaucoup plus pour ma santé, pour me sentir bien. Bien sûr, ça a vite changé. Mais il y a eu effectivement un inconfort de se dire alors moi je suis le mec le plus dur avec moi-même, mais vraiment je suis dans le miroir, je fais mec, t'es moche, change, faut faire quelque chose, tu vois. Et c'est comme ça qu'après ça a beaucoup changé. Mais après, moi je sais que c'est mon fonctionnement, quoi. Tu vois, j'ai toujours j'aime bien être dur avec moi-même parce que ça me fait bouger et j'aime bien toujours avoir un truc à aller chercher, à me dire dans 6 mois il y a ci, 7 mois il y a ça, faut que je réussisse ici, faut que je réussisse ça. C'est ma manière de fonctionner. Parce que moi, quand je suis trop gentil avec moi-même, ça part en vrille. C'est là que tu te perds, du coup. C'est là que je vais dans le confort. Que tu vas dans le confort, c'est-à-dire. Ok. C'est ça. Par rapport à cette crise existentielle, tu vois, moi, ce que je me disais en préparant un petit peu notre échange, c'est que, avec un petit peu de recul, j'ai souvent eu ces phases-là je remets toute ma vie en question et je suis un peu paumé, je suis un peu perdu. Et en même temps, avec quelques mois, quelques années, des fois de recul sur les choses, j'ai vraiment le sentiment que ça a toujours été plutôt quelque chose de positif. In fine, j'en ai tiré quelque chose de positif et j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Moi, j'ai souvent l'impression d'avoir une espèce de boussole à l'intérieur, tu vois, qui me dit non, mais en fait, là, t'es sur le bon chemin, t'es bien là. Ou alors, au contraire, là ça coince et il va falloir en changer vite parce que ça va pas du tout. Et c'est un truc très dans le ressenti, très je dis une boussole, je sais pas comment l'appeler autrement, mais un truc qui me guide un petit peu, on va dire inconsciemment ou consciemment, j'en sais rien, vers la direction qui est peut-être la plus juste, la meilleure à ce moment-là. Est-ce que toi tu ressens ça aussi? Je pense que ce que tu dis, c'est voir est-ce que la situation actuelle correspond à mes valeurs profonde. Je prends par exemple, un exemple, mais imaginons quelqu'un se lance dans un nouveau boulot. Oui. Il est mieux payé, etc. C'est pour ça qu'il a changé de métier. Mais il fait du 8h, 22h. Pourtant, ça a toujours été dans ses valeurs de se dire qu'il faut profiter de la vie, qu'il y a une vie après le travail, il faut profiter de ses amis. Il y a de fortes chances que même s'il remplit son compte en banque, il se sentira pas heureux, en fait. Bien sûr. Donc c'est un peu ça, c'est se dire c'est quoi mes valeurs et qu'est-ce que je peux faire pour pour correspondre au maximum à ce qu'elles correspondent. Par exemple, moi,
On a cité avant, on en a parlé en venant dans le studio. Moi, mes valeurs, c'est j'adore la campagne, j'adore la nature, la liberté. J'ai aucun intérêt à me mettre à aller déménager à Paris ou aller déménager. Bon, au centre de ville de Metz, c'est la plus belle ville de France, donc ça va. Mais je pense que c'est plus aligné avec mes valeurs actuelles. Donc, je pense que c'est ça en fait. Faut vraiment se dire c'est quoi mes valeurs, c'est quoi les choses profondes qui me définissent. Et est-ce que là, ce que je suis en train de vivre, ça correspond à ces valeurs-là en fait. Bien sûr, ouais. Quelqu'un qui est profondément bon, qui a une bonne, qui a été bien élevé et il commence à faire un métier de commercial où il doit arnaquer les gens, il va le vivre super mal. Alors que quelqu'un qui a toujours été dans des valeurs de je m'en fous des autres, c'est moi first, il n'aura pas de mal avec ça. C'est drôle que tu arrives là-dessus parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé. Ok. Où j'ai passé dû par cette phase-là endosser une casquette commerciale. J'aime le contact humain, j'aime l'échange, j'aime le côté commercial de je te trouve la solution idéale pour ton problème en tant que client. Ça me plaît énormément. Mais en revanche, je me rends compte que c'est pas forcément quelque chose qui me fait déployer mes ailes, qui me fait vibrer en quelque sorte. Et souvent j'ai dit mais moi je suis pas un requin, je peux pas réussir à faire ce métier-là parce que pour moi faut être requin pour faire ça. Et mon conjoint qui a toujours le mot juste que j'embrasse m'a dit mais t'es pas un requin, t'es un dauphin. C'est pas la même chose. Tu peux faire ce métier, mais comme un dauphin, pas comme un requin. Et là, ça a fait vachement écho. Et en fait, mon regard sur mon métier a changé à ce moment-là. Et ensuite, j'ai pu prendre beaucoup plus de plaisir à faire ce métier-là. Je comprends que toi, tu te sois beaucoup plus... t'es pas la première personne qui a fait un métier commercial qui me le dit. Parce que j'ai connu dans ma vie des vrais commerciaux, je veux à la fin du mois que ça signe des chèques, etc. C'est une façon de faire, c'est une façon de voir la vie, etc. Je pense qu'il faut avoir des valeurs qui correspondent par rapport à ça. Mais effectivement, si t'es pas dans le moule qu'il faut, pour reprendre une image un peu plus, une métaphore un peu plus classique, tu t'exposes, t'as une dissonance cognitive qui grandit au fil du temps, quoi. Carrément. Donc, alors là, c'est vrai que depuis le départ, on parle beaucoup boulot, mais pour moi, c'est hyper important parce que c'est là où tu passes 8 heures par jour. Ouais, clairement. Et il y a une forme de quand même, je me définis aussi, alors pour ma part, à travers mon activité pro, comme tu dis, tu passes un long moment de ta vie, de tes journées, et donc c'est vrai que ça en dit quand même sur toi, sur qui tu es, tu vois, donc je trouve que c'est important quand même de se sentir sur cet aspect-là, en tout cas, les deux pieds bien posés dans ta position, quoi, tu vois, parce que c'est là que ça devient sinon beaucoup plus compliqué. Ah, c'est super important, mais je pense que les gens le sous-estiment. Moi, j'ai envie de dire, on est beaucoup, avoir eu des périodes de chômage dans notre vie. Généralement, qu'est-ce qui se passe ? Premier mois, on fait plein de trucs, on sort, etc. Deuxième mois, on tourne un peu en rond, de toute façon, personne n'est dispo. Troisième mois, on se dit, mais en fait, je suis un déchet de la société, il me faut à nouveau un emploi. Parce que l'être humain est quand même fait pour avoir une place dans la société. Un rôle. Puis c'est social aussi, le travail, on s'en rend pas compte, mais les collègues, ça a son importance. Donc, quand tout ça, c'est un métier qui correspond pas, les collègues sont pas ouf, etc. Vraiment, c'est vous augmenter la dose de stress. Et en fait, ça va être un podcast sponsorisé par l'OMS, mais vraiment augmenter sa dose de stress tous les jours et aller à reculons. J'ai envie de dire, c'est le meilleur moyen de vous exposer à des problèmes de santé plus tard. Complètement. C'est bien parce que tu me trouves une transition toute trouvée sur notre prochain thème sous-jacent à ce sujet, trouver le sens pour se retrouver. Et je vais replanter un peu quelque chose plutôt lié à ton environnement quotidien. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose assez inhérent mine de rien aux réseaux sociaux. Alors, j'ai pas du tout envie d'avoir un discours ultra boomer et tout parce que c'est pas du tout ce que je pense, mais c'est un discours millénial ça. mais en tout cas par moment, je prends vraiment de mon expérience, par moment le fait de voir passer des vies sur TikTok parce que je dumb scroll et je fais ça pendant quelques heures, ça me fait remettre ma vie en question, tu vois.
Et donc, je pense que quand on parle de sens, il y a aussi cette question plus actuelle des réseaux. Qui mieux que toi aujourd'hui pour m'en parler, pour qu'on puisse en discuter ensemble. C'est un sujet dont on avait parlé justement quand on avait échangé la première fois. Pourquoi est-ce qu'on passe autant de temps à scroller ? Eh ben, j'ai une réponse pratico-pratique, c'est-à-dire que maintenant, on a tous une application de réseau. Déjà, on a tous notre portable en poche. On a quasiment tous des smartphones dernière génération. On a tous des applications. Et en fait, Instagram, TikTok, etc., avec leur flux de vidéos courtes, c'est le meilleur ameublement de temps libre que l'être humain a. Enfin, meilleur, attention, je dis le plus efficace. Efficace, ouais. Dès que tu as 5 à 15 minutes de libre, c'est tu vas dessus et tu scrolles en fait. Et en fait, tu scrolles et c'est hyper addictif parce que ça te fait rire, ça te fait vibrer, ça te donne des émotions. Et c'est ça aussi qui est très fort là-dedans, c'est que ça te donne un max d'émotions. Avant, tu disais, je vois des vies passer, et je pense que un des trucs qui revenait souvent avec Instagram, c'était de se comparer aux autres. Ouais. Alors moi, c'est vrai que pour le sport, je l'ai beaucoup vécu parce que forcément, il y a que les en musculation, on n'est pas tous égaux et la génétique joue un rôle, la nutrition aussi, bref. Donc on a tendance toujours à se comparer à ce qu'on voit en se disant, je suis pas du tout au niveau des réseaux, mais c'est le cas de 95% des pratiquants, hein, on va pas se mentir. Ça, c'était la petite anecdote. Par contre, le fait de se comparer à d'autres qui ont des vies sur des yachts, qui sont à Bali, qui sont nés avec un visage parfait, etc., j'ai jamais ressenti. Tu vois, j'ai jamais trop ressenti. Par contre, là où je te dis, vraiment, j'ai eu un gros sentiment. Avant, tu m'as dit, est-ce que tu as eu un moment de solitude ? Alors, la solitude, on va dire, cette remise en question, remise en question existentielle, etc. Ouais. Non. Par contre, j'ai vraiment eu, fin d'année dernière, un fort sentiment de solitude dû à trop de scroll. Je le sentais. Chaque fois que je finissais, en fait, j'avais toujours le même rituel, c'était je me mettais devant la télé le soir à 21h et je commençais à ouvrir mon portable, en plus de checker mes réseaux, etc. Je commençais à scroller, bam, 23h30. 2 heures de scrolling, j'ai rigolé, j'ai été ému, etc. Mais il y avait un sentiment de vide intersidéral quand j'avais fini, un silence qui se meuble dans l'appartement si vide. Et là, j'ai vraiment senti le sentiment de solitude comme on le décrit actuellement. J'appelle ça la solitude moderne. Ouais. Et quand j'ai commencé à diminuer le temps d'écran, qui était fortement lié au scrolling, on va pas se mentir, directement ça allait mieux. Pourquoi est-ce qu'on est aussi addict ? Parce que, comme j'ai dit, c'est au bout de notre doigt. Ça meuble facilement 5 à 15 minutes de temps, voire plus. Ça nous fait rire, ça nous fait... alors moi, je sais pas pour toi, mais des fois, j'ai des gens très drôles. Des fois, j'ai des histoires de chiens qui sont abandonnés, qui sont récupérés. Donc, moi, ça m'émeut direct. Il y a des choses... on apprend. Des fois, il faut quand même dire, il y a du contenu éducatif qui est super. Donc, c'est tout un tas d'émotions qui est vécu en 1h30. Et là, c'est là où j'alerte les personnes qui vont écouter ton podcast. C'est... Vous venez de passer 2 heures à scroller. Quelles sont les 5 vidéos qui vous ont... le lendemain, vous posez la question, quelles sont les 5 vidéos qui m'ont le plus marqué ? Vous ne vous souvenez de rien. Ah oui, non mais clairement. Mais même dans l'heure suivante, tu vois. C'est réalité, horrible de se dire que ce qu'on consomme, c'est, je veux dire, comparer ça avec un... En fait, moi j'adore faire la comparaison. Comparer 2 heures de scrolling sur TikTok, Insta et comparer 2 heures d'un film. Oui. Le film va laisser une marque des fois dans votre vie. J'ai vu des films récemment, ça me marque. Là, par exemple, hier, tu vois, j'ai regardé le film Sleepers, qui est un vieux film qui m'a chamboulé de fou parce que les thématiques sont hyper obscures. Ce film-là va me marquer pour ad vitam aeternam. Je vais le garder en tête. Mes heures de scrolling, etc. À moins que j'enregistre un truc qui me va vraiment m'aider, etc. Et encore. Généralement, j'oublie. Voilà. En fait, c'est effectivement, c'est. Moi, je compare beaucoup ça. Attention, vous prenez pas ça avec ce que je vais dire avec la cigarette. Ça me détend sur l'instant, mais ça m'aide pas. Mais c'est une forme d'addiction. Pourtant, je participe. Je crée. C'est là où j'allais en venir. Je te laissais partir. Et en même temps, je me dis, est-ce que finalement,
on cherche à le divertissement à travers le contenu qu'on peut consommer, ou est-ce qu'on cherche simplement à ne pas réfléchir à un moment donné, tu vois? Bonne question, je pense les deux. Je pense que les deux sont un peu liés au final. Ouais. Quand on veut du divertissement, justement, on veut éteindre le cerveau. Et quand est-ce qu'on cherche plus de divertissement? Fin de journée, on n'a plus de discipline, plus de neurones disponibles. On veut juste consommer sans trop réfléchir, quoi. Et du coup, j'aimerais m'adresser aux auditeurs à ce moment-là, justement. Vous le savez, c'est le moment auditeur. Toi qui nous écoutes, essaye d'aller regarder ton temps d'écran de cette semaine. Mm-hmm. Essaye de te demander si ce temps d'écran ressemble en fait plutôt à quelque chose qui te nourrit ou à quelque chose qui, au contraire, aurait tendance à te vider l'esprit. On a Raoul qui s'incruste, évidemment. Alors, il a essayé de faire connaissance c'est la minute câlinage. Voilà. Moi, j'avais une question quand même pour toi, Thomas, si Raoul veut bien nous laisser poursuivre. Il est bien, là. Ah bah si en plus tu le câlines aussi bien, forcément, tiens mon cœur. Tu as dit très justement, je contribue à ça. Ouais. Alors est-ce que toi tu ressens ça? Non, parce que c'est une question très difficile parce qu'en fait je suis conscient. En fait, je pars de ce principe-là. En fait, je suis conscient des dégâts que ça peut faire parce que je travaille avec. Ouais. Donc, pour trouver de l'inspiration, pour chercher des choses, etc., je suis obligé de consommer, entre guillemets, pour nourrir un peu la créativité aussi. Sûr, oui. Je fais une grande différence avec le contenu YouTube où on est posé généralement dans sa télé, etc., où vraiment là, on va prendre le temps. Maintenant, c'est du contenu de plus en plus long, donc ça va. Et le contenu court qui est fait pour nous distraire. Le truc, c'est que malgré les défauts, on a quand même trouvé un moyen super utile d'explorer sa créativité par vidéo pour chacun et de, à notre tour, faire rire les gens comme on peut. Et moi, ça a toujours été un kiff de distraire les gens, de les faire rire, de montrer un peu mon univers, mon humour. Ça a toujours été un énorme kiff. Mais c'est vrai qu'on est une vidéo parmi tant d'autres et on maîtrise pas si les gens vont consommer 2 heures, 3 heures ou juste 20 minutes. À l'instant T, c'est quand même ce qui me permet de parler de sujets qui me plaisent, qui me touchent et de réussir à divertir ou faire rire les gens. C'est un moyen de communication qui pour moi un moyen de créativité qui est dingue. Moi malheureusement, je sais pas chanter, je suis très mauvais en rythme pour les instruments, je sais pas danser ni quoi que ce soit. Donc ma créativité, c'est vraiment la vidéo, écrire, faire des scripts, c'est génial. Mais je suis aussi conscient que peut-être, j'encourage les gens à se séparer de leur écran, même si à diminuer leur temps d'écran, même si ça veut dire que moi ça me fera moins de vues, quoi. C'est ça. C'est une relation très ambivalente, mais on va dire que pour moi les réseaux sociaux c'est un outil pour apprendre des choses, communiquer, partager un certain savoir, mais c'est vrai qu'en aucun cas je dirais que c'est l'outil rêvé pour ça, quoi. Je sais que c'est très ambivalent ce que je dis, mais c'est une relation très compliquée. C'est comme si vous travaillez pour une entreprise, vous savez qu'il fait pas forcément totalement le bien, mais il y a des trucs positifs, mais il y a du négatif. Donc à la fin de la journée, c'est pour ça aussi que je me suis mis au podcast. À faire des podcasts, à refaire des vidéos un peu plus longues sur mes chaînes, et c'est peut-être un des objectifs de 2027 parce que je trouve que déjà on est posé, on est plus authentique, on est plus soi-même, on peut vraiment aller de long en large sur un sujet, on n'est pas limité par 1 minute d'attention humaine, quoi. Bien sûr. Et puis pas la même chose, ça c'est clair. C'est pas la même chose, et aujourd'hui je trouve ce que je dis beaucoup à des collègues créateurs, c'est je leur dis aujourd'hui le niveau a tellement augmenté sur les vidéos courtes, je dis mais lancez-vous sur YouTube en fait, parce que des fois on me dit j'aurais voulu parler de plus de choses, mais je sais bien que je suis limité par 1 minute de temps d'attention. Je dis lance-toi sur YouTube en fait. C'est juste au lieu de filmer comme ça, tu vas filmer comme ça en fait. Perso, j'avoue que moi le contenu qu'on est en train de faire là m'apporte déjà à moi en premier lieu, et c'est une démarche assez égoïste aussi, Ensuite je le partage. Ceux qui l'écouteront prendront, comme tu disais tout à l'heure, les
petites bribes, les passages, les mots, les phrases qu'ils garderont en tête. Et pour autant, je suis très nul pour créer du contenu court parce que je n'ai pas ces codes-là et parce que pour le coup, ça me frustre de ne pas pouvoir aller un petit peu plus en profondeur comme là, on est en train de le faire sur le sujet qui est le nôtre aujourd'hui. Ah oui, ça n'a pas sa place sur des réseaux courts, ils n'auront pas le temps, quoi. C'est ça qui est dommage et pourtant, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pour ça que ma consommation les derniers temps de podcasts a vraiment beaucoup augmenté. Ouais. Parce que c'est que ce soit toi ou un autre qui va parler en solo d'un truc à qui ça lui tient fort, qu'il y a un invité spécifique qui va parler d'un sujet, je trouve qu'il y a un vrai échange. Et je trouve que c'est encore une des seules plateformes où, je crois qu'on en avait parlé durant l'appel, où on peut entendre les gens faire des... etc. Ce qui a totalement disparu des réseaux, quoi. Complètement. Aujourd'hui, il faut avoir une éloquence ou alors un montage tip-top, il faut que tout pète partout. C'est clair. Mais encore une fois, est-ce que je dis ça parce que je ressens, ça fait longtemps que je consomme et mes goûts évoluent, ou parce que j'ai 30 ans, plus de 30 ans, et maintenant, voilà, je cherche peut-être quelque chose de plus stable. Quelqu'un qui a 21 ans, peut-être qu'il veut juste des trucs qui pètent de partout, et puis basta, quoi. Clairement. Et du coup, justement, paradoxalement, même si on consomme énormément de contenu, via notamment les réseaux sociaux, toi, tu as un parti pris différent, c'est-à-dire que ton ADN, ton positionnement, c'est quand même d'être un créateur de contenu très ancré localement, avec une communauté réelle et engagée et très locale. Et moi, ça me pose cette question-là, justement. Est-ce que finalement, retrouver le sens de la consommation des réseaux sociaux, ça passe pas par cette notion aussi de communauté, tu vois, quelque part. Dans tous les échanges que j'ai toujours quelqu'un qui finit, tu vois, sur un projet ou un autre, qui finit par dire « Ah ouais, puis en réel, on va faire ça parce que du coup, ça va sortir des réseaux sociaux, puis on va se voir en vrai. » Mais je trouve ça hyper révélateur, moi, d'un truc quand même on est dans une espèce de quête aussi de recréer du lien. Oui. Et ça m'amène sur élargir en fait le titre de ce podcast, de cet épisode. Pour rappel, retrouver le sens pour se retrouver, mais aussi pour se retrouver. C'est pas podcast friendly ce que je fais, je suis désolé, mais il fait déjà avec ses mains pour dire que faut aller sur YouTube. Si jamais vous êtes en écoute, faut aller voir ça sur YouTube. C'est-à-dire se retrouver entre personnes aussi, et donc sortir de ce truc de je consomme seul mon contenu et finalement j'intègre une communauté. Qu'est-ce que toi tu penses de ta communauté actuellement? Est-ce qu'elle te ressemble? Sachant que j'en ai deux qui sont vraiment très distinctes. J'ai d'un côté, on va dire, la communauté Métal de France qui est très sympa, mais qui peut aussi être très très critique. J'en ai fait les frais. Mais bon, je pense que c'est le baptême de passage pour tout le monde. Par contre, la communauté mosellane, parce qu'on se concentrait là-dessus, énorme surprise. Il y a 99,9% des échanges sont positifs. Le 0,1, ça va être des gens qui vont critiquer parce que ma vidéo était pas non plus... je sors pas des reportages Arte en 2 minutes, quoi. Donc il y a des fois des trucs, peut-être ça va être faux, peut-être j'ai mal dit, peut-être j'ai eu une mauvaise source, etc. Ça arrive, c'est comme ça. Le but, c'est pas de prendre la moue et pas de bloquer les gens. Il y a des fois des gens qui font des commentaires constructifs, c'est vraiment génial, vraiment, on s'en rend pas compte, mais quelqu'un qui va commenter négativement, mais qui va faire ça de façon constructive, c'est génial pour te permettre de progresser, de te rendre compte, bon, là, il a raison, j'aurais pu un petit peu plus, voilà. Mais globalement, beaucoup de positifs. Je pense que une des choses que les gens adorent sur les réseaux, c'est se sentir représenté. Et quand on est en plus dans un département qui a été objectivement, qui est un peu oublié en France, c'est-à-dire qu'on voit tout de suite le voisin quand on pense à l'Est. L'Alsace. L'Alsace direct. Je crois qu'il y avait eu en plus une fois, il y avait eu un projet, je me rappelle, de train qui allait faire Paris, Europe de l'Est. Forbach était censé être une des gares sur lesquelles il fallait s'arrêter. Ils ont dit non, on va prendre Strasbourg. Donc ça a rallongé le chemin, ça a rallongé le truc, juste parce qu'ils voulaient pas passer en Moselle. Alors je dis pas que Forbach, c'est une capitale touristique de zinzin. Strasbourg, c'est mieux. Mais je veux dire, on est au stade où vraiment on est un peu les oubliés. Enfin, pas les oubliés.
je grossis le trait, mais on fait partie des départements un peu silencieux de France. Oui, silencieux, c'est le mot que j'avais en tête. On va avoir les Corses, les Bretons, les Alsaciens qui sont très forts. On a aussi le Sud-Ouest qui a aussi une forte identité, mais qui est plus dans la région. Les gens du Nord, c'est les Ch'tis, etc. Il y a les Parisiens. Les gens du Jura sont un peu plus centre-France sont un peu plus silencieux, mais je veux dire dans l'Est c'est vrai qu'on était un petit peu, alors on est un petit peu silencieux, et pourtant on est une région avec plein de, la culture est très particulière, les rêves c'est vraiment tu les accueilles ici, et je me suis dit il y a trop moyen de faire rire les gens en rappelant ça. Sachant que je suis clairement pas le premier à faire il y en avait déjà sur YouTube, il y en avait déjà sur TikTok, voilà et tout, mais je voulais pas faire un truc qui dit juste parler avec l'accent, tu vois, ce que beaucoup ont fait. Je voulais un truc qui parle, voilà, de plein de choses. Là, j'ai un contenu vraiment qui va sur de la food, du test de restaurant, en fait, vraiment du contenu de Mosellans pour les Mosellans. Il n'y a pas d'objectif d'aller chercher des meurtriers Mosellans, bien qu'ils sont les bienvenus. Et il y a beaucoup de gens d'autres régions qui sont intéressés parce qu'ils disent, tiens, c'est fou, alors quelqu'un qui parle de sa région, enfin, de son département avec autant de passion alors qu'ils connaissent rien. Ça, c'est marrant. Mais c'est une bonne façon de la découvrir, justement. Ouais, en partie. Après, j'ai pas envie que les gens aient des étoiles dans les yeux. Moi, j'en parle comme si c'était incroyable. Je suis quand même conscient que voilà, la Moselle, là, on en était, donc c'est la plus belle des saisons. Tout est vert, tout est, il y a les vallées, il y a les champs de colza, c'est super beau. Mais j'avoue que tu viens ici en hiver où il y a plus rien de vert, il pleut, il fait froid. Je peux avouer que ça peut être un peu compliqué, quoi. Tu vois. Après, tu disais silencieux, mais silencieux pour le reste de la France, parce que en étant moi en Moselle, enfin, je trouve que c'est une région qui quand même est très vivante et il y a beaucoup de choses. Alors, on cite souvent la ville de Metz, mais il y a d'autres villes évidemment, mais on n'est pas si silencieux que ça en fait en interne. Ah oui, oui, il se passe des choses. On n'est pas non plus un département qui est endormi. Voilà, bien sûr. Pas du tout ça. Bah en fait, je pense. La raison de la page, c'est de le dire, quoi. Fallait une grande gueule pour prendre le truc, et je pense que les gens, ils aiment bien. Enfin, en tout cas, je le vois selon les réseaux. Instagram un peu moins, parce qu'Instagram, c'est un peu chacun consomme de son côté, on s'envoie MP et tout. Sur Facebook, c'est la fête du slip, quoi. Tout le monde met ce qu'il pense en commentaire. Bah, après, la moyenne d'âge est un peu plus élevée, et les gens ont moins les codes sont pas les mêmes. Les codes sont pas les mêmes. Et il y a des gens, enfin, c'est hyper, ça fait vraiment plaisir de voir des gens qui, chaque truc, ils vont dire le contenu me fait trop rire, merci de représenter la Moselle, etc. C'est hyper plaisant, quoi, de dire ça fait grave plaisir. Et alors, du coup, tu dis représenter la Moselle. Ça m'emmène justement sur une question un petit peu plus liée au sujet. Comment est-ce qu'on fait pour créer un contenu comme le tien sans se perdre en chemin, sans se dénaturer, sans aller dans la mauvaise direction? Je dirais qu'il faut rester concentré sur l'objectif principal. Comme j'avais dit avant, moi, c'est faire du contenu de Mosellans pour les Mosellans. Voilà. Et ceux qui sont intéressés. Et de pas se perdre, bah, j'aurais dit... je n'arrive même pas à avoir un chemin où j'aurais pu me perdre. On va dire, qu'est-ce qui peut faire perdre un créateur de contenu? L'argent. Trop de collaboration. Mais bon, à part des commerces mosellans et des restaurants mosellans, je collabore avec pas grand chose. Des fois, il y a des commerces meurthe-et-mosellans qui viennent, mais ça reste à Lorraine, donc je trouve ça très viable. Mais je veux dire, j'irai pas faire un test de resto à Paris, j'irai pas faire un test de resto à Lille. Je verrai pas si. Enfin, maintenant, j'ai la maturité des réseaux pour comprendre ça. Mais maintenant, il y a une marque de sèche-cheveux qui me dit, ouais, bien, vous avez des longs cheveux, est-ce que vous pouvez en parler à votre communauté? Vous avez un fort engagement. Je vais leur dire non, ça rentre pas dans la DA, quoi. C'est limite, vous êtes une marque de sèche-cheveux mosellane et vous avez un concept, ok, mais je veux dire, faut que je reste vraiment centré là-dessus. Après, ça peut être quoi? Si c'est pas l'argent, c'est la fame, la célébrité. Alors moi, franchement, si demain je deviens anonyme, ça ne me fera ni chaud ni froid. Ça m'évitera les regards en mode c'est lui, ouais, je crois que c'est lui. Ça m'évitera ça. Moi, ça me fera ni chaud ni froid. J'ai été un anonyme pendant 30 ans de ma vie, donc c'est vraiment, ça me changera rien. Donc on n'a pas l'argent, la célébrité, je m'en fous. Troisième point, ce serait quoi?
on va dire devenir psychotique ou trop complètement péter un câble. Pour le moment, ça va. J'ai un bon entourage, tout va bien. Donc non, juste continuer. Ce que j'aimerais bien, c'est, j'avais déjà dit sur ma FAQ pour ce compte-là, j'avais dit j'aimerais bien développer le truc, quoi. Si 2027, il y a les opportunités, c'est de faire d'aller faire du contenu plus long sur YouTube que les gens peuvent consommer et aller vraiment, je sais pas moi, je commence à faire des listes, participer à un trail en Moselle, aller dans une distillerie, voir comment ça se passe, toujours en Moselle, hein, bien sûr, hein. Aller dans les cuisines des restaurants, ceux qui cuisinent vraiment des trucs locaux et tout, voir comment ça se passe, faire des événements et puis toujours avec une bonne dose d'humour, quoi. Enfin, vraiment, ça c'est aussi, je le rappelle souvent, c'est moi je fais du divertissement avec un peu de culture dedans. Je sais pas de la culture, voilà, pour ceux qui me disent mais t'as oublié de mentionner que oui, j'ai 1 minute 30 pour avoir ton intention, je peux pas, voilà, je suis pas Stéphane Bern et c'est pareil pour les vidéos longues, faut que ce soit pour moi drôle, faut que ce soit divertissant. Bien sûr. Je vais pas faire des trucs je mange bleu pendant 24 heures, ça je m'en fous. OK. Mais va falloir faire un truc quand même qui pète mais qui représente quand même un peu le département, quoi. J'aimerais, en fait, ça donne envie aux autres départements de le faire aussi, tu vois. Ah, intéressant ça, du coup. Moi, j'adore. Mais ça fait des mois que j'arrête pas de le dire, mais je rêverais d'avoir un rival Meurthe-et-Mosellan. Quelqu'un qui fasse le même contenu. Tu sais que mes auditeurs sont, je dirais, divisés en 3 tiers. Un tiers Mosellan, un tiers Meurthe-et-Mosellan et un tiers reste du monde, on va dire. Et donc, cher Meurthe-et-Mosellan, si vous nous écoutez, Thomas cherche son rival. Et pareil pour toutes les autres régions qui pourront nous écouter. Enfin, je pense qu'il y a de quoi faire dans tous les départements de beau pays. Mais j'en suis entièrement convaincu, même si vous êtes dans la Lozère ou des départements, il y a toujours un truc historique à faire. Le contenu local, ça marchera toujours. Déjà, parce que ça intéresse les gens veulent être représentés. C'est hyper bien référencé. Et je disais surtout avec la Meurthe-et-Moselle, parce qu'on sait bien, Nancy-Metz, c'est une rivalité. Mais s'il y avait quelqu'un qui faisait ça dans la Meuse, même la Meuse, qu'on dit qui est morte, je suis sûr qu'il y a plein de châteaux. Il y a plein de châteaux un peu désaffectés et tout. Il y a plein de choses à faire et moi je rêverais d'avoir un rival pour faire des vidéos avec, mais ça serait des concepts incroyables, mais il faut quelqu'un qui ait déjà un petit peu de forcément, j'avais déjà eu des MP je veux faire des trucs pour ma région, dis-moi comment on fait. Bon, quand on voit que le profil est clairement pas optimisé, on voit quelqu'un elle part vraiment de zéro, bon c'est quand même compliqué de faire du tutorat, sachant que j'ai déjà peu de temps libre pour moi, alors voilà. Bien sûr. Mais quelqu'un qui a un peu de bagage, quoi faire. Tu précisais en tout début dans ta présentation que tu avais 35 ans. Ça semblait être important pour toi de nous donner ton âge. Et du coup, quand on a échangé sur le sujet du jour, tu m'as dit, et tu as précisé, au-delà de 30 ans, trouver du sens au-delà de 30 ans. Et je me suis gardé ça en tête et je voulais l'aborder sur la fin de l'épisode pour voir justement où l'épisode nous mène, où l'échange nous mène. C'est un cap qui a été important pour toi, le changement de dizaine, là, passer dans les 30 ? On va dire que ça a été... il y a eu plein de choses en même temps, en fait. Si je vois les 30 ans, c'était donc en 2021. 2021 aussi, il y a une rupture qui arrive dans ma vie. Et les mois d'après ont été... Il y a eu tout un tas de moments charnières. Il y a eu la rupture, il y a eu un suivi chez une psychologue qui m'a beaucoup fait avancer sur la vision de la vie, qui m'a vraiment ouvert les yeux sur plein de choses. Un voyage solo. Premier voyage solo que j'ai pu faire. À Madère, incroyable, je conseille à 100%. Génial. Et après, plus tard dans l'année, il y a eu d'abord la passion de la photo qui est revenue, et ensuite, création de contenu, alors peut-être pas l'année 2022, mais il y a eu des premiers essais vidéo, et en 2023, il y en aura un qui va péter. Vraiment novembre 2022, premier Reels qui pète, et ça a été un enchaînement de choses qui nous a menés là. C'était vraiment une année charnière pour plein de choses, quoi. Donc moi vraiment les 30 ans, c'était une année à la fois plein de remous, mais aussi sur une stabilité de qui je suis, qu'est-ce que je veux et comment je veux, parce que dans ma vingtaine j'ai fait plein de trucs, hein. J'étais à ma prochaine question. J'étais un fit boy, j'ai été un écolo boy, j'ai été corporate à fond, j'ai été j'ai testé plein de trucs différents, vraiment à changer ma personnalité et tout.
à suivre des choses qui pour moi avaient du sens sur l'instant, puis ensuite à ne prendre que le meilleur pour le garder par la suite. Mais depuis ce marquage-là, il y a eu ma vie sur les réseaux, ma vie en entreprise qui était plus stable, ma vie amoureuse qui avait il y a eu un long moment de célibat pour se retrouver. Avec beaucoup de rencontres qui m'ont aussi permis à chaque fois de me dire peut-être. Ouais. Ah oui clairement. C'est par des rencontres en fait qu'on arrive à évoluer aussi. Et donc pour moi vraiment les gens ont peur des 30 ans. Pour moi jusque là c'était 5 merveilleuses années. Ok. Tu réponds à ma question du coup parce que j'allais te demander si justement tu te sentais plutôt aligné. Plus aligné en tout cas sur tes 30 ans que sur tes 20 ans clairement. Ou plus perdu sur tes 30 ans que sur tes 20 ans? Je suis clairement plus aligné. Ouais. Ça n'a absolument rien à voir. Vraiment, c'est la fin de vingtaine, c'était vraiment accumuler l'expérience sur plein de trucs pour vraiment, à 30 ans, on refait le point et une stabilité sur plein de choses. Vraiment, c'est le seul truc que je regrette un petit peu, c'est après on me dira mais t'es un homme, t'en fous un peu, mais tu vois quand même, c'est la parentalité quoi. Moi j'ai envie d'être papa, l'air de rien, 35 ans, alors moi normalement en tant qu'homme on n'a pas trop de problèmes, mais je veux dire j'ai encore envie avec mes enfants pour faire des activités sportives. Et alors moi je pense que ce sera le cas parce que je vais continuer à faire du sport, mais même c'est juste le sommeil ça devient de plus en plus important, et puis voilà il y a plein de choses qui rentrent en compte, donc c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur. Puis même avoir un couple solide, etc. Donc ça c'est genre des choses sur lesquelles maintenant je sais maintenant qu'il faut travailler, que c'est pas juste quelque chose à côté quoi. Merci pour cette réponse, c'est hyper intéressant. J'ai vachement angoissé, moi, du passage de la vingtaine à la trentaine. Je sais pas, il y avait un truc comme une espèce de date de péremption. Je sais pas, il y a un truc qui me faisait hyper angoisser sur ce changement de dizaine-là. Alors, je sais peut-être pourquoi ça te faisait angoisser. Ça m'intéresse. Parce que je pense que tes parents sont peut-être de la génération 60 ou 70. Ouais. C'était une toute autre vie. Moi, quand je vois... Papa, je t'adore. Mais quand je vois des photos de mon père à 30 ans... c'est pas du tout le même bail. Il fait 10 ans de plus. Le sport était pas récurrent à l'époque. Les hommes avaient pas de produits skincare ou quoi que ce soit. Je dis pas que c'est un essentiel, mais je dis franchement, ça aide quand même. Il y avait plein de choses à prendre en compte. Et aujourd'hui, à 35 ans, alors en 2026, je suis un homme de 35 ans, je trouve qu'il fait ses 35 ans. À l'époque, quand moi j'étais petit, dans les années 2000, on m'aurait donné 10 ans de moins, quoi. Donc, parce que là, on évoluait beaucoup plus, je sais pas, les darons et les parents ont pris de l'âge bien plus vite, peut-être trop de responsabilités, trop de choses, je sais pas. Mais en tout cas, effectivement, ça a été beaucoup marketé comme à 30 ans, t'as vraiment la panoplie de... le starter pack de tu t'es marié, t'as des gosses, t'as tout installé dans ta vie, tout roule, machin et tout. Et je sais pas, moi, il y avait un espèce de truc vertigineux sur putain, j'ai 30 ans, quoi. Et puis aussi lié à des choses que j'aurais aimé faire, aboutir, etc., que j'avais pas faites. Et puis alors, ça me permet aussi un petit peu par rapport au démarrage de un 29 février, au sujet que j'ai pu aborder, j'ai déjà parlé de ça dans des épisodes, de pouvoir dire qu'en fait maintenant, avec le recul, j'ai l'impression que c'est ma plus belle année. Que vraiment j'avance sur un truc qui est hyper intéressant, qui est hyper, comme tu disais, j'arrive à un âge où... je sais mieux ce que je veux, ce que je ne veux pas, je sais qui j'ai envie de voir, de ne pas voir, je sais que je peux financièrement aussi me permettre certaines choses, etc. Et donc, je sais pas, il y a un truc un peu de magie qui se passe là et qui me fait me dire, finalement, la trentaine, c'est vachement plus... sous-côté, je sais pas comment dire. Non, c'est sous-côté, clairement. C'est clairement plus sous-côté que ce qu'on pourrait laisser croire quand donc c'est ta 31e année, là? Non, là, c'est ma 30e année. Je suis en plein dans ce passage de cap. Il y a des belles années qui t'attendent. Et donc ça me laisse penser que le reste devrait être sympa, effectivement. Ouais, clairement. Franchement, rien à redire. Depuis 5 dernières années, on était hyper riches en événements, en choses, en opportunités prises. Et apparemment, selon ma communauté, les 40, c'est encore mieux. C'est encore mieux parce que une fois, j'avais eu un commentaire, c'était très drôle. Il m'avait dit...
à 30 ans, tu sais ce que tu veux, à 40 ans, tu sais dire merde aux autres. Ah, bah ça, j'ai hâte aussi, tiens. Ouais. Donc, apparemment, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas trop à la trentaine, mais qu'on arrive plus tard. Et bah, justement, ça me permet un petit peu d'enchaîner sur une de mes dernières questions. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un moment où on est censé savoir à peu près ce qu'on veut dans la vie, à peu près trouver ce sens-là, ou bien c'est quelque chose qui finalement n'arrive jamais réellement? Je pense que la réponse classique, ça serait... la réponse classique que j'en donnerais, c'est une quête tout au long de la vie. On n'arrive jamais vraiment au bout. Je suis pas vraiment d'accord, en fait. Je pense qu'au bout d'un moment, comme j'ai dit, quand tu es aligné avec tes valeurs, que tu es content du quotidien que tu as rempli, tu as une vision assez claire de ce que tu veux faire sur l'avenir. Moi, vraiment, comme je t'ai dit en début de podcast, je me prends pas beaucoup de temps à me dire c'est quoi le sens de ma vie, etc. Moi, je veux juste... moi, mon chemin, entre guillemets, dans ma tête, il est déjà plus ou moins fait. Je dois juste travailler, trouver les moyens d'y arriver de la façon du mieux possible sans me ruiner la santé, parce que j'ai envie de vivre longtemps. Puis voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à faire, quoi. Et du coup, c'est une tranquillité. Je me prends bien plus la tête sur comment je dois organiser mon contenu sur un an que sur comment je dois organiser ma vie. Ça, c'est sûr. Eh ben... Dernière question toute trouvée, du coup. Qu'est-ce qui te donne le plus de sens dans ta vie aujourd'hui? Ça va être... je dirais, allez, on va dire 3 choses. De 1, c'est être heureux. Parce que c'est toujours l'objectif. Chaque année, je me fais une petite fiche que je colle à mon frigo. Je dis ça, c'est l'objectif annuel. Le premier, c'est être heureux. Ok. Ça, c'est déjà de base. Que mon entourage soit heureux et en bonne santé aussi. Bon, bien sûr, j'ai pas d'influence là-dessus, mais faire en sorte que, on va dire, prendre soin, bien essayer de voir ses proches, même si c'est toujours beaucoup plus difficile à dire qu'à faire. Et 3, de par mon métier, c'est continuer d'apporter la bonne humeur aux gens, quoi. Vraiment du positif, un soufflage de nez, un petit rire, un petit partage, etc. C'est vraiment, moi, tant que ça fait rire 2-3 personnes au fond de la pièce, je suis content. Tu vois, c'est le but. Hein. J'ai jamais été... pour ça, je dis souvent sur Modèle.rare, je dis, bon, les gens m'envoient des trucs, il faudrait que tu partages, attention, parce qu'il y a un projet de loi. Je dis, je suis pas politique, moi. Je dis, moi, je fais du divertissement, je veux juste apporter un peu de positif dans votre vie. D'accord. Voilà, il n'y a pas d'autres objectifs, un peu de culture, un peu de ci, mais globalement, juste les gens se disent, je passe un moment en regardant sa vidéo, voilà. Ok. Voilà, tout simplement. Ouais, je réfléchis en même temps aussi à ce qui me donne le plus de sens. Je me suis gardé cette réflexion pour le moment venu. Je dirais que ce qui me donne le plus de sens, c'est mon socle de base de ma vie qui, pour le coup, est inchangé depuis 10 ans. Mon couple, mon foyer, mon chien, mes parents, ma famille proche. Et le nouveau sens que j'ai trouvé, en fait, là, dernièrement, c'est de mettre en valeur, en fait, des parcours, des histoires comme la tienne. Je prends finalement énormément de plaisir à échanger comme ça et à aller creuser un petit peu dans les cerveaux de mes invités parce que je trouve ça hyper intéressant et là où je pensais qu'un 29 février m'apporterait finalement plutôt une quête de moi et une quête de comment mieux me comprendre, etc. Finalement, en fait, je trouve que ce rôle-là d'aller plutôt chercher chez l'autre les réponses, je trouve ça hyper satisfaisant. Donc voilà, les 2 éléments qui, moi, me donnent du sens, en tout cas, aujourd'hui, dans ma vie. On a cité l'inconfort qui fait évoluer, mais c'est aussi les rencontres avec les autres. Hein. Carrément. C'est parfois ces trajectoires c'est le destin qui dit tu rencontres cette personne, ça modifie tout le reste, quoi. Ouais, je suis d'accord. Donc, dernière question, c'est la routine. Est-ce que tu as dit quelque chose durant cet épisode que tu aimerais reformuler, sur lequel tu aimerais revenir ou que tu aimerais supprimer? Non, je pense que tout ce que j'ai dit, ça venait de moi. Je pense que quand je vais écouter le podcast, je vais me dire oh là là, il s'exprime comme un teubé, c'est Jean-Claude Van Damme. Mais non, je pense que tout a été plus ou moins dit. Vraiment, je peux que conseiller aux gens de trouver leur manière de fonctionner, de se mettre de pas hésiter à refaire
une remise en question existentielle, complètement. une crise existentielle, voilà, de mettre à plat les choses, faire des tri chez eux, etc. Et si vraiment il y a une volonté c'est sortir du confort et aller chercher des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Carrément. Et quoi qu'il arrive, ça peut même si vous allez qu'à 1 ou 2 séances, imaginons, vous allez à une séance d'un sport de combat, vous êtes toujours dit je voudrais bien en faire, vous y allez, ça vous plaît pas, mais c'est pas grave, au moins dans votre tête, ça aura changé quelque chose, quoi. Ouais. Vous aurez mis une tarte à quelqu'un, ça va vous changer la vie. Mais voilà, petite blague à part, mais cherchez la nouveauté, ne vous... globalement, ne vous enterrez pas dans la routine, quoi. Ouais. Sinon, le temps va passer bien trop vite. Et s'il y a bien, attention, enfin très philosophique, s'il y a bien une ressource que vous ne pouvez pas racheter, vendre, quoi que ce soit, c'est votre temps. Absolument. Ouais, c'est précieux. Ouais. Merci Thomas. Merci à toi. Un grand plaisir de te recevoir parce qu'on a abordé plein de choses. Je ne sais pas si on a répondu à toutes les questions. En tout cas, on a essayé d'apporter notre regard sur la chose. Et je tiens vraiment à souligner encore une fois que c'était un plaisir de te découvrir de cette manière-là aussi, en dehors de toute la belle activité que tu mènes sur les différentes plateformes. J'invite d'ailleurs ici toutes les personnes qui nous écouteront à aller consulter, si c'est pas déjà fait, parce que franchement, j'aurais pas compris où vous vivez autrement, d'aller découvrir ou redécouvrir ton contenu sur moselle.rare. Qui s'écrit R-A-R. Ouais, comme l'archive. E, voilà. Et Thomas L, du coup, ta page première aussi, sur Instagram, sur YouTube. Instagram, TikTok, YouTube, partout. Je suis fatigué. Et sur LinkedIn aussi, parce que je sais que c'est quelque chose que tu développes de plus en plus. Et si ça peut te permettre de développer encore plus ce point-là, ce sera que du bonus. Ouais. Tout ça se trouve dans les descriptions de la plateforme sur laquelle tu te trouves, peu importe la plateforme sur laquelle tu te trouves. Je vais conclure sur notre échange. Ce que ça m'apporte moi aujourd'hui, c'est plutôt une autre question, c'est-à-dire que ça m'élargit un petit peu cette réflexion autour de la quête de sens. Je crois qu'on vit dans une époque, dans un moment qui nous pousse malgré tout à constamment aller regarder ailleurs ce qui peut se faire, qui nous pousse aussi à réfléchir à qui on pourrait être, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qui on pourrait devenir aussi, où est-ce qu'on pourrait aller. Et je crois que c'est plutôt quelque chose de bénéfique. Je crois que c'est quelque chose qui nous permet justement de grandir, d'évoluer, de se développer. Raoul me rejoint pour cette conclusion et c'est un grand bonheur que vous puissiez le voir aussi. Je crois que la quête de sens, c'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est pas quelque chose non plus de positif. Encore une fois, on n'a pas répondu à toutes les questions, mais c'est tout l'objectif de ce podcast. Ne pas trouver toujours les réponses, mais plutôt de questionner les sujets. Je crois que c'est ce qu'on a très bien fait aujourd'hui grâce à toi, Thomas. Je te remercie vraiment encore une fois pour ta participation. Merci je vous remercie pour votre fidélité. Si cet épisode vous a plu, c'est la routine. Évidemment, c'est le moment autopromo. On commente, on like, on partage, on en parle autour de soi, on s'abonne, peu importe la plateforme sur laquelle tu te trouves. La version YouTube, évidemment, si tu veux voir à quoi on ressemble. Voilà, petit truc pas podcast friendly de Thomas, justement pour vous inciter à venir nous voir avec les doigts, sur YouTube ou alors sur ta plateforme d'écoute préférée si tu étais déjà en version vidéo. Encore une fois, merci pour ta fidélité. Je te dis à très bientôt dans un 29 février. Bye!